Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va encore une fois parler de l'époque du shogunat Tokugawa. On a déjà fait une vidéo complète dessus que je vous mets juste là, je sais jamais de quel côté c'est. Je vous laisse aller regarder tout ça. Là on va parler d'une chose un peu plus précise. On a vu dans cette vidéo que dans cette période, le Japon avait un système de classement social très régulé et très précis. Mais j'ai volontairement omis deux classes de personnes, parce qu'elles étaient considérées comme totalement impures et limite exclues de la société japonaise de cette époque. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir les Eta et les Hinin, ces deux classes marginalisées du Japon féodal. Vous êtes prêts? C'est parti! Chapitre 1. Une société hiérarchisée. Pour comprendre le sort des Eta et des Hinin, il faut se replacer dans le contexte de l'époque Edo. Une époque où, même si la société japonaise semblait être harmonieuse, en réalité, c'était une pyramide sociale très précise où chacun devait rester à sa place. Cette hiérarchie, elle n'est pas née par hasard, elle descend tout droit du confucianisme qui vient de Chine et qui prône l'ordre, la discipline et surtout le respect des règles. Et le shogunat Tokugawa a bien compris une chose, c'est que pour maintenir la paix, il devait renforcer cet esprit de « je tiens à mon statut social, je tiens à ne pas faire de bruit pour pouvoir le conserver ». Donc chaque classe sociale était bien distincte, bien précise et personne ne voulait faire de vagues. On l'a déjà vu dans d'anciennes vidéos, mais on va le refaire rapidement. La pyramide sociale de l'ère Edo du Japon. Au sommet se trouvaient les samouraïs, les guerriers, administrateurs, mais aussi symboles vivants du pouvoir du shogun. Ils incarnaient littéralement l'élite. Juste en dessous, il y avait les paysans qui étaient considérés comme le cœur de la nation puisqu'ils nourrissaient littéralement tout le pays. Ensuite, on trouvait les artisans parce que leur savoir-faire équipait le pays. Et à la fin, les marchands. Parce que paradoxalement, même s'ils avaient une richesse qui était assez grandissante, ils produisaient rien, donc ils étaient considérés comme pas forcément indispensables. C'est un peu comme s'ils faisaient sensu du travail des autres pour le vendre, donc un peu comme des parasites qui vivent du travail des autres. Et à cette époque, il n'y avait quasiment aucune mobilité sociale qui existait. Si on naissait samouraï, on mourait samouraï. Si on naissait paysan, on mourait paysan. C'était un système presque figé, sauf que certains, justement, n'étaient même pas inclus dedans. Il y a des individus qui n'avaient même pas leur place reconnue dans le Japon. Ils étaient évités, repoussés, et ces exclus portaient le nom des Eta et des Hinin. On les qualifie de Hininchi, littéralement les non-humains. Et ça veut dire quelque chose de très précis, c'est que leur simple existence était considérée comme une souillure pour le reste de la société japonaise. Ils n'y appartenaient même pas. Et le pire dans tout ça, c'est que même s'ils étaient invisibles et que tout le monde leur manquait de respect, et surtout ne les considérait même pas suffisamment pour leur montrer de respect, ils étaient essentiels, parce qu'ils accomplissaient les tâches que personne d'autre ne voulait accomplir. Autrement dit, l'ère Edo, c'est pas juste une pyramide stricte sociale, c'est vraiment quelque chose qui trace une ligne, une frontière entre chaque rang, entre chaque classe sociale, et surtout une ligne envers ceux qui étaient condamnés à rester dans l'ombre. Chapitre 2. Qui étaient les Eta et les Hinin. Derrière ces deux appellations, Eta et Hinin, se cache une brutalité sociale qui est assez hallucinante. Pour tout vous dire, le mot Eta signifie littéralement souillé en excès, ou plein de souillure. C'en est un stade où on déshumanise la personne. Et c'est pour ça que c'était eux qui devaient faire les métiers qui étaient contraires aux croyances bouddhistes et shintoïstes. Travailler le cuir, manipuler des cadavres d'animaux, fabriquer des sandales en peau, ou encore s'occuper des exécutions et du traitement des corps humains. Autrement dit, tout ce qui touchait à la mort de près ou de loin, au sang ou à la souillure rituelle. En soi, c'était des tâches essentielles pour la société, mais tellement stigmatisées qu'elles condamnaient ces hommes et ces femmes à l'exclusion perpétuelle. Les Hinin, eux, forment une catégorie un peu différente. Déjà, ça signifie littéralement non-humain. Donc déjà d'une violence inouïe en termes d'appellation. Et surtout, c'était des gens qui étaient tombés en disgrâce, donc des criminels, des vagabonds, des mendiants, ou quelqu'un qui avait perdu son rang social pour X ou Y raison, un crime, justement, ou autrement juste quelqu'un qui n'a pas su respecter les règles, qui a essayé de monter dans la hiérarchie et qui s'est vu redescendre. Mais la petite différence avec les Eta, c'est que les Hinin, eux, ils avaient parfois l'espoir de pouvoir retrouver un statut social entre guillemets normal. Certains étaient autorisés à servir la communauté, comme balayer les rues, nettoyer les marchés ou entretenir les temples. Et si leur service était reconnu, on pouvait théoriquement leur permettre de réintégrer la société. Mais en pratique, cette porte de sortie, c'était très rare. Ce qui reste assez frappant, c'est quand même que on est sur une société qui s'est construite grâce aux Eta et aux Hinin qui ont fait tous les travaux que personne d'autre ne voulait faire, mais qui se font rejeter par cette même société.
Donc c'est une forme d'hypocrisie qui est la plus exagérée qu'on ait pu voir, parce que cette société qui devrait les remercier, les met à l'écart et les rejette. Les Eta et les Inin partagent un point commun très clair, ils étaient tellement marginalisés que c'en était limite, voire même totalement, une ségrégation. Ça allait même jusqu'à les délocaliser dans des endroits précis, des villages rien qu'à eux, pour ne pas les voir en fait, pour pas les croiser. C'est pas pour leur donner un espace à eux, non, c'est juste pour que les gens normaux n'aient pas la peur de les croiser. Chapitre 3. L'exclusion et la ségrégation. Comme je vous ai dit, l'exclusion des Eta et des Inin, c'était pas juste symbolique, c'était même physique. Les Eta, par exemple, étaient concentrés dans des villages qui s'appelaient les Eta Mura, qui étaient concrètement des marécages, des rivières limite asséchées ou des zones d'agriculture qui étaient pas vraiment adéquats. Donc on les mettait là parce que c'était de l'espace perdu de toute façon et qu'on voulait vraiment pas les voir. Faut vraiment voir ces lieux comme une frontière invisible entre les purs, donc ceux qui faisaient partie réellement de la société japonaise, et les impurs, les Eta et les Inin, qui étaient rejetés et en marge de la société. Imaginez un petit village en bois avec des habitations simples, souvent délabrées, avec à l'écart de tout ça quelques ateliers où on traitait les peaux, l'air chargé d'odeurs de tanin, de fumée, de sang séché. Autrement dit, pour les Japonais de l'époque, tout ça représentait l'impureté par excellence. Ces villages entourés de barrières visibles ou symboliques rappelaient sans cesse aux États qu'ils n'appartenaient pas à la même société que les autres. Ils avaient leur propre quartier, leurs propres écoles, s'ils en avaient, et vivaient presque comme une société parallèle dont le Japon se fichait complètement. Les règles qui s'appliquaient à eux étaient humiliantes. Quand un samouraï passait, les États devaient vraiment s'écraser, c'est même plus s'agenouiller, hein. Ils devaient s'écraser pour montrer leur soumission. Ils n'avaient pas le droit de porter de vêtements qui pourraient les faire se confondre avec quelqu'un d'une autre classe sociale. Et ce qui est assez marquant, c'est que cette ségrégation se prolonge jusque dans la vie intime, parce que les mariages entre États et non-États sont interdits. On imagine quand même assez facilement la cruauté de cette vie. Imaginez juste un enfant qui vient de naître et qui a déjà une étiquette collée sur le front comme quoi il faut l'éviter. Il a même pas encore appris à parler ou à marcher, qu'il est déjà évité par tout le reste de la population. C'est un enfant qui veut aller jouer dehors et qui quand il sort, on le repousse, on le regarde méchamment, on interdit tout le monde d'aller jouer avec lui. Ça me fait un peu penser à Naruto limite, mais c'est vraiment ça. Et c'est ça le poids d'un système qui cherche un ordre absolu et où les purs et les impurs, d'un point de vue religieux, n'ont pas le droit de se mélanger et ça crée des barrières entre les gens qui sont invisibles mais qui sont bien là. Pour ce qui est des Inin, ils vivaient souvent dans des abris précaires, près des temples, des marchés ou des zones de passage. Ils dépendaient des travaux, de la charité ou de la récupération et certains temples bouddhistes acceptaient quand même parfois de les employer pour balayer les cours, nettoyer les chemins, entretenir les lieux sacrés. Mais là, c'est encore plus dans une optique d'utilité sociale minimale. C'est jamais dans un esprit d'intégration réelle. En gros, les Eta et les Inin vivaient dans une société qui avait besoin d'eux, mais qui ne voulait pas d'eux, et qui construisait parfois des murs invisibles, et même parfois des murs visibles, pour se séparer d'eux. Chapitre 4. Les conséquences de la discrimination. Pour les Eta et les Inin, la ségrégation spatiale et les humiliations quotidiennes, c'était pas assez, même si ça fait déjà beaucoup. Ils n'avaient pas le droit à des droits fondamentaux, comme la justice, l'éducation ou l'accès à la propriété. C'est quelque chose qui leur était majoritairement interdit. Concrètement, dans un tribunal, la voix d'un État valait largement moins que celle d'un paysan et d'autant moins que celle d'un samouraï. Un conflit qui éclatait entre ces deux classes sociales, vous pouvez être sûr que le État ne gagnait jamais, peu importe s'il y avait des preuves, peu importe quoi que ce soit. L'éducation, elle aussi, leur était quasiment inaccessible. Les écoles de temple ou les écoles privées de l'époque refusaient mais catégoriquement de les admettre. Résultat, les enfants Eta et Inin grandissaient sans apprentissage, enfermés dans un cercle vicieux où l'exclusion sociale s'ajoutait à l'ignorance imposée. Certains parvenaient quand même malgré tout à apprendre à lire et écrire grâce à des maîtres compatissants ou à des transmissions familiales. Et ça restait des cas très rares. Dans l'ensemble, on les condamnait à rester en bas de l'échelle, génération après génération après génération. Quand on y pense, les États apportaient le cuir et les Inin assuraient la propreté des villes. Et dans une époque où l'hygiène c'était pas trop ça, les épidémies ça peut se répandre très vite. Donc en fait, ces deux rôles, pour que ce soit les vêtements ou les équipements de combat ou l'entretien, étaient indispensables. Et pourtant, c'est ceux qu'on ne reconnaissait jamais qui les faisaient.
Même la religion leur ouvrait pas ses portes. Dans un pays où les rituels shintoïstes et bouddhistes rythmaient littéralement la vie quotidienne des Japonais, les Eta et les Hinin se retrouvaient souvent exclus. Et là encore, le paradoxe, il est assez choquant parce que si on prend l'exemple des samouraïs, leurs sandales, leurs fourreaux et certaines parties de leur armure, tout ça dépendait littéralement du travail des Eta. Sans eux, ces guerriers symboles de pouvoir n'auraient pas eu les équipements nécessaires. Mais jamais un samouraï n'aurait reconnu la valeur de ce travail, même si c'était le travail le plus majestueux qu'il ait jamais vu. Mais les choses restent pas toujours figées, et avec l'arrivée de l'ère Meiji, beaucoup de bouleversements vont avoir lieu, dont le système des classes qui va être officiellement aboli. Sauf que le truc, c'est qu'un changement de loi ne signifie pas toujours un changement de mentalité. Chapitre 5. L'abolition officielle et les luttes modernes. En 1871, avec la restauration Meiji, le Japon s'ouvre à l'Occident et surtout se modernise très rapidement. Mais ces modernisations, elles sont pas en vain, elles sont pour effacer totalement les systèmes féodaux qui sont devenus très archaïques. En tout cas, c'est ce que l'État trouve, il juge tout ça devenu très archaïque, ce qui est totalement vrai. Et ils ont décidé d'abolir le système des classes. Les Eta et les Hinin, théoriquement, deviennent des citoyens comme tout le monde. Bien sûr, c'est que théorique. On les rebaptise d'ailleurs, c'est plus les Eta et les Hinin, c'est les Burakumin, les gens des hameaux, parce qu'ils vivaient dans ces petits hameaux, ces petits villages, donc on les rebaptise comme ça. Et c'est un terme qui devait rompre avec les stigmatisations et les réintégrer dans la société. Mais la réalité, c'est pas vraiment ça. L'abolition officielle n'a pas suffi à briser des siècles de préjugés. Les anciens villages-États sont restés identifiés comme tels, les habitants continuaient d'être évités, et la mention même de leur origine suffisait à déclencher la méfiance ou le rejet. Dans la vie quotidienne, la discrimination persiste, les mariages mixtes étaient découragés, parfois empêchés par les familles, les employeurs hésitaient à embaucher une personne issue d'un ancien village-État. Les Burakumin, malgré leur nouveau statut légal, restaient prisonniers d'un stigmate invisible qui a duré pendant des siècles. Et c'est là qu'on voit vraiment la limite d'une réforme imposée par l'État. Parce que oui, on peut changer les lois autant qu'on veut, sauf que changer les mentalités, ça peut prendre des générations et des générations. Parce que quand on voit que ça fait plusieurs siècles qu'une mentalité est en place, la changer, ça va pas se faire en 10 minutes. Et malheureusement, c'est les Burakumin qui vont payer le prix de ce poids historique sur leurs épaules. Et dans les années 1920, déjà, des associations Burakumin s'étaient formées pour revendiquer l'égalité réelle, pas seulement officielle. Mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que le combat s'est intensifié. Des organisations comme la Buraku Liberation League ont mené des campagnes pour mettre fin à la ségrégation, dénoncer les pratiques discriminatoires et exiger des politiques publiques en faveur des anciens villages-États. Des choses comme des programmes de rénovation urbaine qui ont été lancés pour améliorer la vie dans les quartiers Buraku, mine de rien très souvent marqués par la pauvreté. Malgré les efforts, les discriminations sont jamais vraiment parties, et il y a même en 1970 une base de données illégale qui a été découverte, que certaines entreprises se servaient pour savoir s'ils allaient ou non recruter quelqu'un, savoir si c'était un Burakumin ou non, et même certaines familles. Ouais, parce qu'on voulait vérifier avant que sa fille ne se marie, ou son fils, pour être sûr qu'on n'allait pas associer sa famille avec une famille Burakumin. Mais le truc le plus marquant, c'est qu'on peut se dire que c'était les années 1970, ça a changé, on est au 21e siècle, c'est faux. C'est faux, même au 21e siècle encore aujourd'hui, ces bases de données peuvent être encore trouvables. Il y a encore des témoignages de personnes qui attestent s'être vu refuser un emploi ou interdire une relation avec quelqu'un parce qu'ils étaient issus de villages Buraku. C'est encore le cas. Mais surtout, dites-vous une chose, c'est que cette stigmatisation qui existe encore malheureusement dans certains cas est ridicule. Parce que beaucoup de Japonais, voire même la plupart, ne connaissent pas la réelle histoire des Eta et des Hinin. C'est juste une stigmatisation qui s'est transmise de génération en génération, sans pourtant trop expliquer pourquoi. C'est une stigmatisation qui a vraiment perduré dans le temps. On ne sait même plus pourquoi. En tout cas, certaines personnes qui continuent à en faire preuve ne savent même pas pourquoi. L'histoire des Eta et des Hinin, des Burakumin si vous préférez, c'est vraiment une histoire d'une lutte longue, acharnée et surtout pas encore terminée pour avoir les mêmes droits que tout le monde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être apporté quelque chose. Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, lâcher le like et surtout activer la cloche pour avoir la notification des prochaines vidéos. Et en parlant de prochaines vidéos, je vous dis à plus, à la prochaine vidéo. Ciao.